Dans ce numéro du Monde en 7, nous évoquons la condamnation du vice-président de la Guinée équatoriale par une cour d'appel en France pour avoir utilisé l'argent public pour financer son train de vie somptueux. Ensuite, la contestation de l'opposition qui s'intensifie en Guinée après que le président Alpha Condé ait fixé 1er mars la tenue d'un référendum constitutionnel et d'élections législatives. Et puis au Togo, quelques incidents de violence soulèvent déjà des inquiétudes sur le climat futur de la période électorale après qu'une partie de l'opposition se soit plainte d'avoir été prise à partie lors de la campagne présidentielle lancée le 6 février dernier. Voilà donc les sujets qui forcent notre attention dans ce rendez-vous hebdomadaire sur votre chaîne Niveau d'Info. Bonjour et bienvenue dans Le Monde en 7. Pour vous, pour votre pur plaisir, nous avons sur ce plateau Ourna Niata. Vous nous venez du parti Union pour la République, le parti du président sortant d'ailleurs est parti au pouvoir, UNIR. Voilà. Merci de nous avoir invités. Vous êtes un cadre du parti. Tout à fait. Nous représentons ici le candidat de notre parti qui est en campagne en ce moment. Vous voulez parler de Fornia Simbe. Et puis un juriste également avec nous sur ce plateau, Spero Maoulé. Vous êtes membre de la société civile. Oui, merci de nous avoir invités. Peut-être qu'on aurait eu le privilège d'être en face du candidat lui-même. Ça nous aurait fait plaisir. Mais dans le système démocratique, celui qui représente le candidat est le candidat. Et donc nous espérons que nous aurons des échanges qui permettront en tout cas au Togo de grandir encore plus. C'est toujours notre objectif, rechercher ce qui est bien. Et un débat fructueux sur ce plateau. On commence avec le sujet, avec l'affaire des biens mal acquis où le vice-président équato-guinéen a été condamné par une cour d'appel en France à une amende de 30 millions d'euros, soit 33 millions de dollars pour avoir utilisé l'argent public pour financer son train de vie. La fin d'un feuilleton, ou le début plutôt d'un périple diplomatique entre Paris et Malabo. Oui, je voudrais quand même relever que ce n'est pas seulement l'affaire Obiang qui est dans le même, qui est dans la particularité. Il y a d'autres situations qui sont similaires à ça. Je pense à la situation du Syrien et à la situation d'une fille de Nguesso, qui sont dans la même situation et qui montrent quand même, et ça c'est pour la satisfaction de la société civile, qui montrent la fin d'une impunité. Ça serait appelé comme on voudrait, mais dans tous les cas, pour nous, les défenseurs des droits de l'homme, c'est toujours un plaisir de savoir que quel que soit votre titre, quelle que soit votre position, le droit pourrait vous rattraper à tout moment et vous faire plier. Et donc ça donne pour les autres, en principe, un exemple qu'il faut éviter de tomber dans les mêmes dérives qui vous amèneraient évidemment à la prison. Je salue, et là c'est franchement avec joie, je salue le bon fonctionnement des institutions judiciaires françaises et évidemment de la plupart des pays européens. Si on pourrait tirer exemple, et que pour nous aussi dans nos pays, la justice serait sans inféodation, et que la justice dirait véritablement le droit, ce ne serait que pour le bonheur de toute la population. Et quand Malabo parle d'avoir eu un procès ouvert sans preuve. Non. De toutes les façons, il faut distinguer un peu les choses. Au départ, les gens avaient cru que le motif pour lequel on allait l'accuser serait détournement de l'argent. Et ça n'aurait pas donné consistance à l'affaire parce que la France n'a pas une compétence universelle. Et donc, si elle n'a pas une compétence universelle, elle ne peut pas juger du détournement de deniers ou de biens d'un pays souverain qui n'est pas la France. Mais par contre, pour avoir utilisé cet argent-là sur le sol français, avec des tentatives de corruption, avec du blanchiment et tout ça là, ça devient une autre affaire qui se distingue purement de l'affaire que les Guinéens ont voulu utiliser pour pouvoir... Je crois même qu'à un moment donné, ils ont eux-mêmes jugé l'affaire et donné relax en disant qu'il n'y avait pas d'éléments, donc il n'a pas détourné, et puis on l'a libéré. Donc on voulait que ça soit dit que c'est une affaire déjà jugée et que ça ne peut plus être jugé. La justice française n'a pas jugé sur le détournement,
mais la justice française a jugé sur le blanchiment d'argent, les biens mal acquis utilisés en France. Et je pense que c'est une évolution favorable et bien pour nos pays africains qui, malheureusement, avec cette justice qui est imparfaite, voient la plupart des gens qui pillent nos économies aller avoir une retraite dorée dans ces pays-là européens et constituer la fortune de ces pays européens parce que l'argent là nourrit les activités des banques européennes au détriment de nos banques à nous. Et je crois que c'est la fin d'une façon de faire les choses. Bon, il faut quand même reconnaître que ce n'est pas tous les pays qui font la même chose. Oui. Et donc, ils vont maintenant chercher d'autres pays. Et j'espère que la solidarité de l'Union européenne finira par rattraper les gens de ce côté-là aussi. Et que finalement, les gens sauront qu'on ne va plus voler l'argent pour aller être à l'abri dans les paradis européens et avec la misère dans leur pays. Et à cette allure, la diplomatie entre les pays européens et les pays africains pourrait avoir un coût. Oui, peut-être que ça dépend des mobiles cachés, des poursuites. Là, la diplomatie peut avoir un coût, mais il faut reconnaître tout simplement que la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite est une lutte permanente au niveau de chaque État et au niveau mondial. Et vous allez voir que chaque année, les États essayent d'améliorer le cadre institutionnel pour favoriser la lutte contre le détournement de deniers publics. Les instruments internationaux se renforcent également pour permettre la poursuite de citoyens qui s'enrichissent de façon illicite. L'essentiel, c'est que la justice fasse son travail, qu'elle n'agisse pas avec des intérêts politiques cachés. Vous savez, parfois, et nous le savons, nous sommes des Africains, parfois c'est par rapport à certains intérêts que des pressions sont exercées à travers des poursuites sur certains acteurs. Espérons que ce n'est pas le cas et que c'est le désir de lutter contre le détournement de deniers publics et l'enrichissement illicite. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler là-bas d'ingérence parce que l'État guinéen l'a évoqué également, d'accuser, il accuse le gouvernement français, sinon la justice française, d'ingérer dans les affaires d'un État souverain. Oui, c'est ce que je venais de dire. Je dis, ça dépend des mobiles. Mais à côté de cela, il y a les instruments internationaux. Est-ce que la Guinée a ratifié ces instruments? Évidemment que la Guinée est aussi membre de l'Union africaine. Vous savez, c'est toute une chaîne. Et nous sommes liés par ces tests-là et on est appelé à respecter les normes et les règles que cela implique. Et aussi l'immunité diplomatique de Obiang qui a été violée selon Malabo. Est-ce que l'immunité diplomatique peut être une barrière pour cette justice française de pouvoir accuser ou pouvoir impliquer, non pas impliquer, mais accuser plutôt Obiang dans accuser non. Accuser non. De toutes les façons, il est déjà condamné. Il est condamné en premier ressort. Ça a été porté à la cour d'appel. La cour d'appel a renforcé plutôt. Et donc, il est condamné. Là, il n'y a rien à faire là-dessus. Maintenant, c'est vrai que sa condamnation est en deux phases. Il y a la phase mise en prison avec sursis. Et puis, il y a la confiscation des biens. Oui. Alors, sur la confiscation des biens, là, il n'a rien d'autre à faire que de faire un recours judiciaire. Donc, c'est vrai qu'il a toujours la possibilité d'aller à la Cour de cassation pour voir dans quelle mesure on peut changer, faire basculer la décision. Mais à l'allure là, avec un arrêt confirmatif qui renforce, j'imagine mal le juge de la Cour de cassation de renverser la tendance. Mais par contre, sur son arrestation, c'est là où ça va être un peu délicat. Ça va être délicat. C'est vrai que la Guinée a parlé d'immunité. En réalité, là encore, ça reste à voir parce que l'immunité, en principe, ne couvre que le chef de l'État, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, en principe. Quand c'est vers des déplacements officiels aussi, ça les protège un peu. Monsieur Obiang n'était pas vice-président à un moment donné.
Est-ce que ce n'est même pas pour le protéger quand on a senti le vent avec les affaires, parce que les affaires ne démarrent pas en une journée et aboutissent en une journée. Donc, il y a la procédure qui est lancée. Est-ce que ce n'est pas pour corriger ça qu'on l'a pris comme vice-président? Donc, du coup, ça montre la mauvaise foi de son père et du fils qui ne veulent pas faire les choses correctement. Maintenant, dans tous les cas, si on ne peut pas l'arrêter parce qu'il va être peut-être en mission officielle, et donc on ne peut pas l'arrêter, mais ça ne veut pas dire non plus que le mandat n'existe pas. Le mandat existe toujours. Et lorsqu'il ne sera plus vice-président ou lorsqu'il va être en visite privée, il risque d'être arrêté. Bon, maintenant, il y a à faire attention également, et ça la France sait, à faire attention aux incidents diplomatiques de grande portée. Il est une chose de condamner quelqu'un en sachant qu'on ne va pas l'arrêter. Il est une autre d'arrêter effectivement la personne. Et si vous ne savez pas arrêter, ça crée beaucoup plus de problèmes que ça ne règle de problèmes. Donc, c'est vrai qu'on va être très prudent là-dessus, mais à un moment donné, c'est clair que quand il ne va plus être vice-président, si ce hasard d'aller hors de la France ou hors de la Guinée, la France risque de faire monter les enchères en demandant au pays dans lequel il sera de l'arrêter pour mandat contre lui. Bon, maintenant, c'est vrai que le mandat, c'est avec sursis, hein. Donc, ce n'est pas forcément qu'on veut qu'il aille en prison. Le tout, c'est d'abord de punir. C'est maintenant acté qu'il est fautif, oui. Et ensuite de montrer... Même s'il rejette quand même les accusations. Bon, c'est normal, c'est dans son rôle. Il ne va pas dire « oui, j'ai bien fait, je demande pardon ». Oui. Non. Et surtout qu'il est le numéro 2 de son pays. Et donc, ça va être étonnant qu'il puisse... Mais quand il avait volé, il n'était même pas vice-président. Il avait commencé toujours en étant ministre de l'Agriculture. Et donc, aujourd'hui, il a une bonne position qui lui permet de dire plein de choses. Mais il doit savoir qu'il ne va pas être vice-président peut-être jusqu'à la mort. Oui, c'est possible. Dans son pays, c'est possible actuellement. Mais l'histoire, c'est une roue qui tourne. Aujourd'hui, ils sont les plus puissants. Mais demain, on ne sait pas. Il y a des exemples qui sont légion. Il y a notre ami Yaya Jammeh qui est une référence. Il y a plein d'autres. Prenez le cas de Idriss Déby, Hissène Habré plutôt, qui finalement a été arrêté. Donc il suffit que vous ne soyez plus aux commandes pour que... Est-ce que pour avoir été relaxé en Guinée, on pourra dire que la justice guinéenne a manqué de preuves suffisantes ou par incompétence? Incompétence, non. Mais disons simplement laxisme. En tout cas, ça montre plutôt que la justice guinéenne, elle n'est pas crédible. Elle n'est pas juste, elle n'est pas équitable. Et de toutes les façons, ça m'aurait étonné que la justice guinéenne puisse dire autre chose. C'est quand même le vice-président. Oui. Vous imaginez, par exemple, la justice togolaise condamner M. Faure Gnassingbé au Togo, actuellement, non. Non. Ah bon? Il y a toujours... D'abord, il y a l'immunité avec le président, donc les armes n'est peut-être pas bien choisies. Mais dans tous les cas, il est difficile que l'homme fort du pouvoir soit condamné. Il y a même des situations où ce n'est même pas le président, mais c'est un chef d'état-major qui, avec toute son armée derrière lui, ne peut pas être inquiété. Et donc, le juge, qui est citoyen, on lui dira, non, n'aie pas peur, tu as toute ton indépendance, toute ta légitimité pour prendre... Mais il sait qu'au fond de lui, quand il finit de prendre la décision, sa sécurité n'est pas garantie. Et donc, il est obligé, pour se préserver sa famille, de dire le non droit. Et c'est ce qui est arrivé probablement en Guinée. Amusez-vous à voir la chaîne nationale de la Guinée pour le journal, même pour toute la chaîne nationale, vous verrez la puissance de la famille Obiang. Pratiquement jusqu'à la fin des émissions, la photo du chef de l'État ne quitte pas l'écran. Donc vous comprenez qu'on est dans un régime là-bas qui est dictatorial. Et donc c'est normal que la justice ne puisse pas tirer le droit. On n'a pas le même schéma en France. On n'a pas le même schéma en France, on n'a pas le même schéma dans les pays occidentaux où le juge bénéficie d'une souveraineté qui lui permet de faire ce qu'il faut faire. Et ça lance un signal également au régime, aux autres régimes en Afrique, je voudrais dire. Non, je pense, je le dis, je le répète, nous sommes dans une démarche de construction de nos États. Oui. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous avons des institutions fortes.
Mais nos États travaillent à renforcer ces institutions-là. Et donc, on ne peut pas se comparer avec la France, qui a une vieille tradition démocratique. Mais on pourra à un moment donné se juger par rapport aux institutions françaises. Oui, nous tirons leçon de ces institutions, nous apprenons, il y a la coopération pour renforcer nos institutions. Donc nos institutions travaillent, les États travaillent à renforcer ces institutions-là. Vous voyez par exemple au Togo, nous avons fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, notre justice travaille de façon très indépendante. Oui. Il n'y a pas d'ingérence de l'État. Parfois, par rapport aux allégations de corruption, vous voyez même les responsables de la société civile qui interpellent le chef de l'État, l'invitent à s'ingérer dans les affaires judiciaires, mais il reste serein, il reste à sa place en tant que président de la République, laissant librement la justice faire son travail. Et c'est ça, c'est ce que beaucoup de pays doivent faire comme effort pour que le fonctionnement de nos États s'améliore davantage. Mais est-ce qu'on... alors, par rapport à la condamnation, on ne pourrait pas... J'ai l'impression que vous n'arrivez pas à voir, même ne serait-ce qu'une petite machination derrière cette condamnation de Biang par rapport à l'État français. Non, je viens de le dire et je n'en dirai pas plus. Je dis, je suppose que derrière cette condamnation, il n'y a pas d'autres ambitions, il n'y a pas d'autres intérêts qui amènent à mettre la pression sur l'État guinéen en condamnant M. Obiang. Nous connaissons les capacités de la Guinée en termes de ressources minières. Oui. Nous connaissons les atouts économiques de ce pays. Oui. Et nous connaissons également les relations qui nous lient avec certains pays occidentaux. Et nous savons comment certaines situations se produisent. Espérons que ce n'est pas le cas. Mais cela pourrait être le cas. Même si c'est le cas, je dirais que c'est une bonne leçon pour nos chefs d'État. Vous voyez, le problème, c'est que, moi, à un moment donné, quand vous prenez le fonctionnement de la Cour pénale internationale, les gens ont dit c'est seulement contre les Africains et que ce n'est pas normal. Mais la justice européenne, la justice américaine fonctionne. Mais nos justices ne fonctionnent pas. Et quand vous prenez la Cour pénale internationale, elle a une compétence subsidiaire, c'est-à-dire c'est quand votre pays n'est pas capable de juger qu'on peut faire recours à la Cour pénale. En France, la justice marche. Mais comment comprendre qu'une institution ne puisse pas marcher? Mais c'est ça, c'est la volonté politique. C'est l'indépendance qui manque dans ces pays-là. Et non l'incompétence. Pas l'incompétence. Nous avons des juges qui sont bien formés. Nous avons sur des affaires qui n'ont rien à voir avec les acteurs politiques ou avec la politique, vous verrez nos juristes faire des développements extraordinaires qui n'ont rien à envier à ce que dira le juge européen. Mais sur les affaires qui ont des tendances politiques, ou sur des affaires qui ont des acteurs politiques comme parti, vous voyez le juge avoir des difficultés à se prononcer. Je me rappelle encore dans un atelier que nous avions eu à faire avec la justice togolaise, où le monsieur Puissagbetomé n'était pas encore ministre, il a dit que tous les tests sont là pour que le juge soit indépendant pour se prononcer. Mais c'est ce que je disais tantôt. Est-ce que le juge est sûr qu'il n'aura pas de contre-coups? Moi, je me rappelle que pour les problèmes... Je pense que vous n'allez pas chercher des excuses. Le juge a tous les instruments pour assumer entièrement ses responsabilités. Et vous devez le reconnaître et le dire à nos concitoyens. Si le juge lui-même décide de ne pas faire son travail, là on parlerait d'incompétence et de manque de qualité personnelle. Peut-être une décision forcée. Au Togo, je le répète, la justice est entièrement indépendante. Et le premier acte pour que cette justice soit indépendante, c'est d'abord les tests. Le cadre légal permet au juge d'agir en toute indépendance. Est-ce que vous connaissez un juge qui a levé le doigt au Togo pour dire qu'il
qu'il est sous pression. En tout cas, on a vu des enquêtes ouvertes, qui ont été ouvertes, mais qui n'ont jamais été... Dans tous les pays au monde, les enquêtes, il y a beaucoup d'enquêtes qui sont en cours dans beaucoup de pays au monde. Les instructions, ça prend du temps. Les juges ont besoin de beaucoup d'éléments. Ils ont besoin des éléments pour étoffer le dossier. Et ils prennent du temps. Il y a des affaires qui font même 30 ans. On ne finit toujours pas les trancher. Je voudrais encore rester dans le schéma que vous avez pris. On parlait du monde. J'ai fait juste un exemple avec le Togo. Je ne voudrais pas rentrer. Il y aura une autre partie où on parlera du Togo, où on aura donné des exemples. Nous, on a piloté une institution qui gère l'impunité. Il y a plein de choses qu'on pourrait dire là-dessus, on reviendra là-dessus. Mais ce que je voulais dire en faisant cet embarbé, c'est de voir, c'est de montrer qu'effectivement, il y a toujours les Africains qui crient au complot contre les pays africains par la France. C'est tout à fait normal. Au-delà des intérêts de nos pays, la France a ses propres intérêts. Et c'est tout à fait normal. Oui. Et si Obiang et son père géraient convenablement le pays, ne commettaient pas ces crimes économiques contre le pays, ça ne donnerait pas matière à la France de mettre la pression là-dessus. Vous prenez par exemple quelqu'un qui veut accéder au pouvoir. Au lieu d'utiliser les voies légales pour accéder, il prend appui sur des Européens pour faire un forcing, pour s'implanter. Il est obligé de respecter ces Européens-là. Et du coup, on lui mettra la pression jusqu'à la fin de son mandat. Et donc, dans ce cas, il ne peut pas se plaindre qu'on est en train de faire contre lui un complot que lui-même, il a favorisé. C'est là que vous parlez d'une bonne leçon. C'est une bonne leçon pour ces pays-là. Non, mais pour qu'ils comprennent. Je voudrais quelque chose de très important, M. Spero. Est-ce que c'est le peuple de la Guinée équatoriale qui se plaint d'une mauvaise gouvernance? J'ai eu la chance de connaître ce pays, de voir comment les gens y vivent. Est-ce que vous voyez cette population-là se plaindre ou bien se rebeller contre le régime Obiang? Je ne crois pas. Ce pays, cette population n'a pas les moyens de se rebeller parce que nous connaissons tous la pression. J'ai discuté également avec des Équato-Guinéens qui étaient chez moi. Je connais ce pays, je connais la manière dont le niveau de vie des Équato-Guinéens, et je vous dis qu'il ne faut pas que la France impose la façon de vivre aux gens dans leur milieu. Si le peuple guinéen dit oui, nous sommes contre le régime Obiang et que le régime résiste, peut-être qu'avec... La justice française n'a pas fait de procès au régime Obiang. Non, ça n'a pas rapport à ce que vous venez de dire. Ce que je dis, c'est que vous dites que le pays est mal gouverné. Est-ce que les Guinéens ont dit que le pays est mal gouverné? Oui. Tous les signaux montrent que la démocratie n'est pas là-bas. Tous les signaux. Il n'y a pas la liberté d'expression, il n'y a pas la liberté de manifester. Évidemment. Il y a la société civile guinéenne qui a parlé. Citez-moi un seul. Moi, je ne mettrai pas la vie de quelqu'un en danger, mais je peux vous rassurer que... Non, vous n'allez pas me dire qu'il y a la démocratie en Guinée équatoriale, non. Non, vous, c'est votre appréciation. Moi, je parle de la démocratie. Il y a la vue de l'altérité, c'est votre appréciation. Mais le pays appartient d'abord à ceux qui y vivent. Est-ce que ceux qui y vivent, au Togo, les Togolais sont prononcés pour la démocratie? On va pas revenir sur le Togo pour le moment. On a eu la conférence nationale, nous avons tous opté pour une façon de... On reviendra sur le Togo et on donnera les exemples du Togo. Mais c'est clair que, prenez l'affaire Gbagbo, on n'a pas pu trouver qui a complot. Mais tous les signaux sont là pour montrer qu'en réalité, son affaire n'a pas de consistance. Et il est... Pardon? Gbagbo, de leur intention. Oui, en Europe jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça montre peut-être qu'il y a, mais il n'y a pas d'éléments sûrs. Et donc, c'est la même chose. On parlera de complot. Mais les gens ne font pas procès contre vous pour un complot. Les gens disent, vous avez fait blanchiment d'argent sur le sol français. Et on l'arrête, on le juge pour ça. Donc, en principe, ils n'ont pas à se plaindre. Maintenant, je dis, s'ils veulent se plaindre, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont prêté flanc. C'est parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas fait convenablement les choses. Qu'est-ce que ça lui coûtait, s'il était si sûr de n'avoir rien fait de mal, de laisser l'argent dans son pays pour faire développer son pays, que de mettre ça dans les banques en France?
Maintenant, moi, ma seule inquiétude, c'est de savoir le devenir de ces biens qui sont confisqués en France. Est-ce que ça va revenir Il y a des bolides, des voitures quand même qui étaient mises en oui, mais est-ce que enchères. c'est-à-dire que les bénéfices de ces ventes-là, est-ce que c'est pour l'État guinéen ou alors ça va être pour l'État français? Qui est donc l'État guinéen? Actuellement, si on le remet à l'État guinéen, c'est comme on leur a retourné l'argent. Oui. Mais on peut confisquer pendant un moment. Ça a été la même chose au Nigeria, je crois. Ça a été la même chose, c'est pratiquement la même chose en Libye aujourd'hui. On se demande ce que ça va être pour la Guinée. Mais c'est clair que si on remet l'argent, le père étant toujours au pouvoir, c'est comme si on n'a fait que tourner en rond et lui restituer l'argent. Alors, on va quitter la Guinée équatoriale pour parler de la Guinée et parler du report d'abord des législatives au 1er mars, puisque la présidence a annoncé le mardi 4 février au soir que le scrutin serait couplé, et d'ailleurs même à un référendum constitutionnel, un nouveau test fondamental qui provoque une forte défiance au sein de la population. Oui, ce pays traverse une période de turbulence. Je pense qu'il va falloir à un moment donné que les autres chefs d'État de la sous-région interviennent pour amener les acteurs à s'entendre sur le minimum, parce que ça devient très inquiétant à voir le nombre de Guinéens dans les rues et puis les violences que ça engendre. Le pays a commencé par prendre un élan. Nous avons connu ce pays avant l'arrivée d'Alpha Condé au pouvoir, un pays où il n'y avait même pas de feu de signalisation dans la capitale. Il a travaillé, le pays est en train de prendre un élan, mais malheureusement, ces agitations politiques risquent de freiner l'élan de développement et même mettre à mal la démocratie guinéenne qui devrait être appréciée s'il n'y avait pas de ces situations. Vivement que les chefs d'État de la sous-région puissent intervenir pour amener les différents acteurs à s'entendre. C'est pas le dialogue qu'ils peuvent quand même... ils doivent s'appuyer sur l'exemple du Togo. Le Togo a progressé aujourd'hui par le dialogue, par les échanges et par les échanges permanents entre les acteurs. Donc c'est ce qu'il faut. C'est notre tradition africaine. Alors, vous parlez de prendre l'exemple sur le Togo, peut-être qu'Alpha Condé devrait renoncer au référendum sur la Constitution. Renoncer n'est pas, c'est pas une décision à prendre. Il ne pourra faire que ce qu'il aura dit, ce qui se seront dit entre eux, acteurs. Donc moi j'appelle à un dialogue. Le dialogue doit être permanent dans une démocratie en construction. Et nos démocraties sont des démocraties en construction. Il faut toujours discuter pour s'entendre sur ce qu'il faut faire à l'instant T. Oui, monsieur Perrault. Quand je l'écoutais, j'avais envie de demander à qui la faute. À qui la faute parce que... Manque de dialogue. Non. Sur la détérioration de la situation actuelle en Guinée. Parce que au-delà de tout ce qu'on dira, j'ai l'impression que... Et ça, il a dit lui-même, et ça me réjouit. En tout cas, j'étais très content de l'entendre quand il disait que nous devons construire des institutions. Et construire des institutions réside également dans la pérennité de ce qui est construit. On ne peut pas faire défaire. Les textes constitutionnels ont leur vertu en s'alliant dans le temps, en résistant, et donc conçus de façon à ce qu'il y ait l'unanimité autour, il y ait une dynamique autour et que ça soit préservé. C'est vraiment en Afrique que vous voyez, chaque fois on a envie de toucher à la Constitution, modifier la Constitution, réviser la Constitution. Alors il va le faire. Si ça passe, il va continuer par être président éventuellement. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce qu'il va mettre dans le référendum. Oui. Puis, si un jour il meurt, quelqu'un qui veut venir va modifier la Constitution. Or, c'est la base, c'est le test fondamental du pays. Et donc, on ne peut pas s'amuser à faire des choses comme ça. Il était et il est un homme de droit. Il était et il ne semble plus être le défenseur des droits de l'homme que je voyais, que nous avions vu. Et c'est franchement dommage.
Malheureusement, je ne sais pas, c'est peut-être aux politiques de nous le dire. Ça fait que j'ai peur de devenir un politique après. Est-ce que c'est la politique qui change les gens? Parce que je ne comprends pas. Quelqu'un qui a milité pour qu'on ait des limitations de mandat, qu'on ait des institutions qui soient bien assises, qui devient président? Qui a commencé de bonnes choses, et ça il faut reconnaître. Il a fait des choses, il a des points positifs. Évidemment, il n'est pas parfait, il y a des points négatifs. Oui. Mais maintenant, le meilleur point qu'il pouvait avoir de positif, c'était tout simplement de laisser les gens aller aux élections sans se présenter parce qu'il a fait déjà les mandats qui lui étaient autorisés. Oui. Et maintenant, ça lui donne la légitimité en tant que modèle de ce pays-là, de pouvoir dire plus tard à celui qui est là, non, ça il ne faut pas faire, ça il faut faire. Aujourd'hui, moi, c'est avec plaisir que j'aime voir les Ghanéens montrer régulièrement Rawlings comme le papa du pays qui vient dire des choses. Condé pouvait encore se permettre ça. Je ne sais pas pourquoi les chefs d'État africains n'ont pas ce recul utile pour se dire, bon, maintenant, Mandela. Oui. Mandela a fait un mandat. Mandela est parti. Aujourd'hui, tout le monde ne jure que par Mandela. Même les chefs d'État, il y a des chefs d'État qui se réclament d'être Mandela. Mais Mandela n'a pas traîné sur le pouvoir. Il n'a pas traîné au pouvoir. Et quand il est parti, il est devenu la référence, le modèle et le conseiller qui a écouté. Je crois que Condé peut faire ça. Mais malheureusement, il se lance dans un référendum et il constate vraiment que tout le peuple, enfin pas tout le peuple, une grande partie de la population n'est pas d'accord avec lui. Et il persiste et il signe. Regardez tous ces décès qu'on a enregistrés jusqu'à maintenant. Les dégâts matériels qui vont remettre complètement à zéro même les petites réalisations qu'il est arrivé à faire. La Guinée est un pays qui aurait dû être un géant en Afrique depuis. Son histoire n'est pas la meilleure. Et malheureusement, on continue dans ça. Je ne comprends pas pourquoi les chefs d'État africains ont cette mauvaise manie. C'est pour ça que je dis, si c'est la politique qui fait devenir les gens comme ça, il vaut mieux que on trouve un chemin, un moyen d'éviter que les gens qui ont fait dans la société civile ne rentrent pas en politique. Parce que c'est les seules valeurs que nous pouvons encore avoir. Dire ce qui est normativement vrai et ne pas chercher à prendre une coloration parce que finalement, les intérêts sont derrière et les intérêts n'arrangent pas. Alors, je vais vous revenir avec cette même question, mais je vais la poser d'abord à M. Rouna. C'est dire avec tout ceci que les réalités de l'alternance sont un peu dures à avaler parfois. Oui, ça dépend de la manière dont on conçoit cette alternance dans nos jeunes démocraties, et dans nos pays qui ont besoin de se positionner dans un environnement mondial gouverné d'une certaine façon donnée. Il y a des réalités que quand quelqu'un arrive au pouvoir, des réalités qu'il découvre et qu'il ne peut pas connaître d'avance. Et parfois, on est amené pour sauver son pays à prendre certaines décisions. Vous avez donné l'exemple de Mandela. Bravo, on en parle, mais je vous dirai quelque part, j'aurai l'occasion, qu'il a fui les défis d'après-apartheid. Le résultat est là aujourd'hui. Vous voyez, le peuple... C'est vrai qu'il n'a pas une copie assez complètement blanche. Mais... Le peuple noir en Afrique du Sud, aujourd'hui, vous voyez les gens dans les bidonvilles, et puis tout, il a fui les défis. Vous pensez qu'il aurait dû... Il a fui les défis, et je reviendrai là-dessus à l'occasion de nos... Il aurait dû continuer le résultat est là aujourd'hui. Disons quand même, juste si vous permettez, disons quand même que la gestion du pouvoir demande des conditions physiques et mentales qui sont énormes également. Je suis d'accord. On ne peut pas lui dire qu'il a fui, mais on peut dire qu'il s'est rendu compte que physiquement et mentalement, il n'a pas encore la force de le faire. La preuve, vous l'avez vu dépérir rapidement et mourir. Voilà, donc il n'a pas fui. Il a jugé et il a pensé qu'on pouvait faire les choses autrement. Justement, s'il s'est senti incapable et il s'est retiré, c'est autre chose que ce que vous aviez dit au départ. Oui, mais ça n'enlève en rien son mérite. Les défis... Que des présidents soient incapables de pouvoir gérer la situation et maintiennent. Encore rester. Oui, bon, est-ce que aujourd'hui... Peut-être la meilleure solution serait de quitter. Je pense que nous prêtons une intention à Alpha Condé. C'est vrai, c'est vrai qu'il n'a encore rien dit. Il n'a rien dit. Oui. Et je dis que ce qui se passe actuellement, il y a une responsabilité partagée. Les acteurs politiques de l'opposition sont pressés aussi
Donc, ils ont une inquiétude, ils ont peur qu'ils rempilent, ils ont peur et ils appellent les populations à sortir dans la rue. C'est en cela que je dis qu'il faut qu'ils discutent franchement avec eux, qu'ils comprennent en réalité ce qu'ils veulent faire et qu'eux aussi apportent leur contribution. Moi, je pense que c'est la seule solution. C'est un peu difficile pour le Front National de défendre de la Constitution qui n'admet pas qu'on toilette encore. Toute Constitution comporte en elle-même les conditions de sa modification. Est-ce que cette démarche viole les règles de modification de la Constitution? Je ne crois pas. Mais maintenant, il faut que les acteurs s'entendent et qu'ils décident de ce qu'il faut faire. Est-ce que c'est opportun? Est-ce que ce n'est pas opportun? C'est seul le dialogue qui peut permettre aux acteurs d'en décider. Je voudrais dire simplement que je ne suis pas trop d'accord quand toutes les fois on utilise la légalité pour dire la Constitution elle-même a prévu son mode de modification, donc on doit modifier. Parce que le problème, c'est que justement, la plupart des constitutions, pour garder leur pérennité, ont des moyens un peu plus compliqués de révision. Les meilleures constitutions, on va vous dire, c'est pas la majorité simple. C'est toujours à une majorité renforcée, etc. Juste pour pérenniser, première chose. Deuxième chose, et c'est ça qui m'étonne, que ce soit avec Ouattara ou que ce soit avec Condé, les gens, les politiques n'aiment pas dire clairement les choses. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, les autres politiques sont obligés de leur prêter des intentions. Prenez Ouattara. Jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours une suspicion. Se présentera ou ne se présentera pas. Ouais. Mais s'il sait qu'il ne va pas se présenter, qu'est-ce que ça lui coûte de dire « je ne vais pas me présenter ». Vous voyez, il fait des phrases qui font dire « ah, il ne veut plus ». Après, quand vous lisez au fond cette phrase, vous vous rendez compte « oh oui, mais il peut y vouloir encore ». C'est la même chose avec Condé. S'il sait qu'il ne veut pas changer l'histoire de mandat pour pouvoir être encore présidentiel, pourquoi il ne le dirait pas tout simplement? Qu'il ne veut pas le faire comme ça, mais qu'il veut changer la constitution pour qu'il y ait ceci. Mais lui, il ne va plus être candidat. Je pense qu'il aurait fait faire un grand pas à ce dialogue que moi je félicite. Moi, je suis toujours partisan du dialogue. Je dis, la meilleure chose qui peut encore arriver, qui pourrait arriver à un État, c'est multiplier les dialogues. Même quand c'est un président qui est légitimement élu, légalement élu, ça n'empêche jamais le dialogue avec ses citoyens. Alors, en cela, c'est une bonne chose. Je veux me ramener la question. Est-ce que la situation aujourd'hui en Guinée devrait faire repenser l'alternance? Repenser l'alternance, pas forcément. L'alternance est utile. Vous savez, quand vous avez fait 10 ans, vous avez fait 15 ans, vous avez fait 20 ans, vous risquez de ne plus avoir quelque chose de neuf à donner. Et tout rentre comme dans un automatisme qui ne fait pas donner de nouvelles impulsions. A priori, ça marche pour certains, mais souvent, ça ne marche pas. Il faut une nouvelle impulsion. Cette impulsion peut être même interne. Elle peut être interne, mais donc ça voudrait dire qu'il y aurait une alternance interne. Mais quand l'alternance n'existe ni en interne, ni en externe, tout est statique. Franchement, ça ne marche pas. Il n'y a pas d'innovation. Vous pouvez pas, lorsque vous êtes manager d'une entreprise, que votre vision de départ demeure la même vision jusqu'à la fin, à un moment donné, vous êtes dépassé par les événements. Régulièrement, il faut pouvoir remettre tout en question. Et si le jeu, là, quand je parle de société, là, c'est une propriété. Oui. Mais quand vous dirigez une association, avec des gens qui sont dans le courant, vous devez laisser à chacun la possibilité de pouvoir apporter ce qui est nouveau. C'est pour ça que moi, je suis toujours pour qu'on fortifie les institutions au détriment des personnes, parce que l'homme est éphémère, il part. Vous voulez réagir? Non, je pense que la situation par rapport au chef d'État cité, il faut relever quelque chose. Vous savez, il y a en Guinée. En Guinée ou en Côte d'Ivoire. Vous savez, un chef d'État, il est aux commandes, il a tous les renseignements et il mesure les incidences des décisions. Et il choisit le bon moment pour décider. Vous savez, le chef d'État, le Guinéen ou l'Ivoirien peut se dire « Ok, je ne suis pas candidat », mais il sait quand il va le faire, parce qu'il connaît les incidences. Il a des soutiens, il a des opposants. En annonçant « Je suis candidat » ou en annonçant « Je ne suis pas candidat », quelles sont les incidences à l'instant T? Il a les services de renseignement pour savoir ce qui peut arriver à son pays. Alors, il doit
C'est à lui de mesurer et de choisir le moment opportun. Aujourd'hui, la Guinée ne mesure pas véritablement. À la rigueur, en Côte d'Ivoire, on peut dire, parce que pour le moment, il n'y a pas de mort d'homme. Voilà, mais en Guinée, aujourd'hui, s'il n'a pas encore vu le temps T pour dire quelque chose qui apaise, donc je pense que là, il n'a pas de bon renseignement. Peut-être qu'une sortie médiatique pour annoncer qu'il ne se présenterait plus à d'autres élections pourrait apaiser la situation. Non, dans ces conditions, ça ne suffirait pas. Bon. Il n'y a qu'une seule solution, c'est le dialogue. Il faut discuter avec les acteurs, il faut un cadre d'échange pour essayer ensemble de trouver une voie de sortie. Mais là encore, parce que là, la crise est à un niveau où il faut intervenir pour mettre les acteurs... Pourquoi encore lancer un référendum quand on sait qu'avec les élections législatives, il aurait pu avoir le nombre de voix et modifier peut-être la Constitution avec l'Assemblée nationale? Ah, ce n'est pas garanti. Ce n'est pas garanti. En voyant comment les choses sont en train d'aller là, sauf s'il est sûr de pouvoir voler dans les urnes, il peut lancer les législatives. Je suis sûr qu'il a fait l'analyse. Il s'est rendu compte que ce n'est pas évident. Il a préféré qu'il gagne pour le moment. Qu'il ait plus de voix aux législatives. Et c'est pour ça que peut-être il veut. Moi je ne suis pas politique. Je sais que les politiques ont toujours leurs calculs. Mais ces calculs-là doivent intégrer le facteur humain. Et le facteur humain, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop de décès. Déjà, un mort est trop grand. Mais il y a beaucoup de décès aujourd'hui en Guinée. Si jusque-là, ils ne parlent pas pour arrêter l'hémorragie, tout au moins inviter les gens à un dialogue franc, ou alors décider simplement que n'ayez pas peur, le référendum que je veux, c'est pour, et que je ne suis pas candidat, je crois que ça va faire calmer les choses un temps. Et les gens vont aller, au lieu de laisser le suspense et voir les jeunes mourir comme ça, et je crois que ça pose un problème. Moi, je pense qu'au lieu de prêter des intentions, la société civile devrait plutôt appeler les institutions sous-régionales, appeler les différents acteurs capables d'agir pour que les Guinéens se retrouvent autour d'une table à le faire. Oui, parce que si nous nous aventurons dans les présuppositions, à prêter des intentions à tel ou à tel autre, nous n'aidons pas véritablement la Guinée à sortir de sa situation actuelle. Ici, il est question d'inviter les différents acteurs de la sous-région, les différentes institutions qui interviennent. C'est le chef de l'État qui peut le faire. À faire d'abord les couloirs, à discuter avec l'opposition et le président de la République pour trouver les conditions d'un dialogue sincère afin de permettre à la Guinée en dernier ressort, c'est le chef de l'État guinéen qui seul peut faire ce dialogue-là. Parce que même si la société civile réclame le dialogue, si le chef de l'État n'invite pas ses pairs à venir s'ingérer dans la crise, ils ne peuvent pas venir. Il y a la souveraineté. C'est lui seul qui peut autoriser les gens à venir. Donc la société civile a beau faire des gymnastiques, crier, tant que lui-même, il ne décide pas. Alors, est-ce qu'il n'a pas trouvé suffisamment de temps pour le faire? Je crois que c'est là où il y a le problème de la volonté. Et malheureusement, il se fait tard. Et il doit réagir parce que le 1er mars n'est pas loin. Peut-être que le FNDC également devrait changer de stratégie et quitter la rue. Absolument. Bon, pas forcément quitter la rue, mais inviter le chef de l'État à ce dialogue. Mais est-ce qu'il ne le fait pas? Si. Mais de quelle façon? Ça, c'est encore un autre problème. Oui. Vous voyez, les politiques changent toujours toutes les donnes en fonction des rapports de force. Oui. Chacun veut toujours créer un rapport de force pour pouvoir mieux se positionner. À ce jeu-là, c'est la population qui perd. On n'a pas besoin de vos rapports de force en tant que politique. On a besoin d'une solution idoine qui fait que le plus petit du pays puisse trouver à manger à temps, puisse avoir droit à une bonne éducation, puisse aller librement. Et s'il a des opinions à émettre, qu'il puisse les exprimer sans grande crainte. Ça, c'est la volonté de tout le monde. Donc, que les politiques laissent les rapports de force. Et ce matin même, je lisais dans une plateforme, les gens dire que ce qui serait l'idéal de l'homme politique, c'est celui qui ne se... comment ils ont expliqué? C'est quelqu'un qui ne regarde pas la morale et qui avance. Mais la politique sans la morale, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique. On ne peut pas construire une politique sans la morale. Et si nos politiciens arrivent à ce stade-là, nos populations africaines sont foutues. La société civile serait là pour rappeler encore
Oui, mais quand on viendra au Togo, nous parlerons de la société civile et on verra. En tout cas, je suis en partie d'accord avec Spero. En partie. En partie d'accord avec Spero. Ça m'amène à une question importante. Est-ce que l'opposition est obligée de garder ses militants dans la rue, sachant qu'il y a risque de perte en vies humaines? Est-ce qu'il faut utiliser les populations, ces pertes en vies humaines politiquement? Je ne crois pas. Et c'est ça la sagesse qu'il faut. Il faut que les acteurs politiques, surtout ceux qui veulent conquérir le pouvoir, ne croient pas qu'il faut sacrifier les jeunes, qu'il faut sacrifier les femmes parce qu'ils sont frustrés, ne surfent pas sur les frustrations des gens pour mettre leur vie en danger. Comme la question m'est adressée, vous permettrez quand même de dire... avant de finir, permettez de dire quand même que quand j'ai approché des gens de l'opposition une fois pour dire pourquoi vous mettez des gens dans la rue, ils ont dit, à défaut d'armes, c'est la seule arme qu'ils ont. Et donc, si les gens analysent les mouvements de rue comme étant leur seule arme, leur seul rapport de force, c'est tout le problème, leur seul rapport de force. Donc, c'est une question de rapport de force. En tout cas, on va revenir dans la deuxième partie du Monde en 7 pour évoquer plus largement le sujet sur le Togo. Et juste après nous, c'est le journal.